Bonjour Katia, bonjour à tous. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bon, alors nous voici réunis pour une nouvelle session d'investigation, le cycle 17 exactement. Quand tu es prête, tu peux t'installer, Mais je le suis, t'allonger. Bon. je le suis. Et puis ensuite, on va passer à la phase d'induction. Donc tu vas baisser ouais, un petit peu ton écran. Super. C'est bon? Oui, parfait. Encore un peu, ça va? C'est parfait comme ça. T'es bien dans le cadrage. Je te vois bien. Super. Voilà. Donc, tu vas commencer par fermer tes yeux et prendre une profonde inspiration. Et expirer aussi profondément. Alors, je rappelle juste que bien sûr, tu ne connais pas les questions ni le sujet. Et non. Donc, maintenant, Katia, je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te détendre. Tu vas sentir ton corps devenir de plus en plus lourd. 10. Et tu continues à bien respirer avec des respirations amples. 9. Huit. 7. 6. 5. À partir de maintenant, tous les bruits environnants t'aident davantage à te détendre. 4. 3. 2.
Maintenant, nous allons investiguer sur un personnage aimé mais également mystérieux et énigmatique. C'est un écrivain qui est né le 25 décembre 1925 et décédé le 27 avril 1998. Je vais te lire une citation du livre d'un auteur qui pour le moment restera anonyme. À 3, tu vas te connecter au texte et m'indiquer les informations que tu captes sur l'auteur en question. Donc je vais te lire le petit texte et ensuite je compterai de 1 à 3. Pour moi, n'existent que les voyages sur les chemins qui ont un cœur, tous les chemins qui ont un cœur. C'est là que je voyage et le seul défi qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout. Et j'avance en regardant à perdre haleine. Donc je vais compter de 1 à 3 et tu te connectes à ce texte. 1, 2, 3. Donc tu vas me dire seulement ce que tu perçois, les informations que tu captes sur l'auteur. Alors, j'ai aucune idée de qui il pourrait s'agir. C'est normal. C'est voulu. Oui. Très bien. Voilà, Ça me donne-moi ce semble, qu'il y a. ça me semble être une personne avec une certaine sagesse. Mhm, Et en même temps, j'entends depuis, je dirais, la moitié du décompte. mhm, Alors, c'est peut-être lié aussi au fait que tu m'as dit à un moment, chaque bruit environnant m'aidera à m'enfoncer. mhm, J'ai un bruit de tic-tac d'horloge un peu ancienne. mhm. Alors, je sais pas s'il y en a une dans ta pièce ou si... Voilà. Donc, il y a une notion de temps qui s'ajoute. Ou alors, c'est lié au bruit environnant pour m'aider à me détendre. Mais je l'ai entendu aussi pendant que tu lisais le petit texte. D'accord. Alors, je te confirme, j'ai une pendule aussi, mais elle fait pas trop de bruit. D'accord. Et Très bien. donc, tu captes seulement ces informations-là, que c'est une personne avec une certaine sagesse et que finalement, il y a une notion de temps aussi. Éventuellement. D'accord. Il te vient rien d'autre? Il me vient, comment dire, un bord de plage. Un bord de plage. Ok. Tu peux me dire dans quel pays se trouve ce bord de plage? Oui, Je t'écoute. c'est tout. Est-ce que tu peux me dire dans quel pays est ce bord de plage? Non, Non?
Non, en fait, et j'ai envie de dire, c'est 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 un chemin comme un autre. Ok. Alors, maintenant, tu vas appeler l'auteur de ce texte à participer à cette session. Et tu vas me dire s'il se présente. Oui, D'accord. Donc tu le vois? je le ressens. Tu le ressens. D'accord. Il se questionne, en fait. Ok. Il se demande ce qu'il fait là? Oui, pourquoi? Pourquoi on lui demande de venir? Il attend. Alors tu lui dis seulement qu'on a quelques questions à lui poser et s'il est d'accord d'y répondre. Il va voir. D'accord. Donc maintenant, Katia, je vais te lire un autre extrait. Ces enseignements étaient comme un bruit sourd qui continuait à me taper sur la tête jusqu'à ce que je comprenne ce que ma précieuse vision du monde n'était qu'un concept, basé sur toutes les interprétations possibles que j'utilisais pour me défendre de la perception pure et merveilleuse. Alors tu vas lui demander qu'est-ce que l'auteur entend par perception pure et merveilleuse. Est-ce que tu peux me relire le texte? Maintenant que j'ai Oui. la question, ça sera plus facile. Ces enseignements étaient comme un bruit sourd qui continuait de me taper sur la tête jusqu'à ce que je comprenne que ma précieuse vision du monde n'était qu'un concept, basé sur toutes les interprétations possibles que j'utilisais pour me défendre de la perception pure et merveilleuse. Donc c'est à l'auteur qui est avec toi dans cet espace. S'il peut nous expliquer, nous dire qu'est-ce qu'il entend par perception pure et merveilleuse. C'est des perceptions auxquelles il avait accès sans s'en rendre compte, sans les chercher. Mhm. Et en fait, il a pu quelquefois s'en souvenir. Ok. Ça veut dire, quelque part, ce que tu me dis, c'est qu'il n'a rien fait Non, pour avoir ces perceptions. non. C'était des instants, j'ai envie de dire, peu importe qu'il ait été endormi ou en rêve ou en semi-conscience ou en journée. C'était
comme, je sais pas comment dire. Je vais pas dire une décharge électrique, mais c'est un peu ça quand même. Je sais pas comment expliquer. Est-ce que tu peux voir un peu le mécanisme qui se jouait quand il avait ses perceptions? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois sur le mécanisme? Sur comment atteindre cette perfection, cette perception, pardon. En fait, c'était quelqu'un qui était désappointé en fait par le fonctionnement du monde, Mhm, de la société, voilà, les obligations qu'on avait à se conformer. mhm, Et il se rendait bien compte que on n'a pas toujours le choix. Il y a un minimum qu'on doit, entre guillemets, subir. Et pour le reste, il était, j'ai envie de dire, ouvert à plus grand. Et en fait, il se nourrissait de ces choses qu'il recevait et pouvait les communiquer au cas par cas en fonction des situations, des gens qu'il rencontrait. Et en fait, c'est comme s'il semait des graines, en fait, mhm. dans les esprits. Dans les esprits et sur ces chemins qu'il a empruntés. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux observer l'auteur qui est avec toi et me décrire son apparence physique, à quoi il ressemble? Savoir la couleur de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux. Il a les cheveux blancs et un peu longs. Mhm. Est-ce qu'il est typé? Est-ce que... J'ai pas compris, il y Est-ce a un qu'il... mot, ça a sauté. Oui, je disais, est-ce qu'il est typé européen, caucasien, indien, quoi, je pose la question à savoir Je dirais un peu mat. un peu mat. Ok. Un peu mat. Il a un air chaleureux, il est content d'être là, Mhm. souriant, comme s'il était content qu'on s'intéresse à ces graines. C'est comme si une graine avait pris. Est-ce qu'il te paraît petit, grand? Oui, petit. Petit? Pas très grand. Petit, pas forcément, mais D'accord. pas très très grand. C'est tout relatif, je sais. Mhm. On va dire en dessous d'1,70 m. D'accord. 1,60 m. Alors maintenant, tu vas regarder son ADN. Tu vas t'imprégner de cet ADN et me dire comment il t'apparaît.
stellaire. Est-ce que il y a un seul ADN? En fait, c'est l'impression qu'il voyage entre les étoiles. Ok. C'est toujours cette notion de chemin qui revient. Mhm. Et peut-être de temps, parce que j'entends toujours le petit tic-tac de temps à autre. Mhm. Oui, je le sens relié, enfin, faire un, tu sais, comme les points reliés là dans les livres. Je le sens circuler entre les étoiles. Et son ADN t'apparaît, est-ce que tu vois un ADN plutôt humain ou plutôt autre? Euh, Ben, pas que humain, parce qu'il était forcément humain, puisqu'il était incarné. Mhm. Mais après, voilà, de la lumière d'étoile, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux savoir alors tu m'as parlé tout à l'heure de stellaire et est-ce que c'est une race bien distincte ou est-ce que c'est un peu plus large? Hmm. Une race, ça me paraît un peu. euh, je dirais plutôt que c'est une sorte de. C'est un bien grand mot, mais une sorte de hiérarchie dans les êtres qui sont là pour nous aiguiller, pour nous donner envie d'aller vers du mieux. Ok. Alors, maintenant, tu vas me dire comment est-ce que toi, tu perçois son aspect psychologique et émotionnel. Comment est-ce que moi, je quoi? Tu perçois, Perçois, oui, excuse-moi, le mot. oui, son Je- aspect psychologique et émotionnel. C'est toujours dans l'idée de de faire du mieux qu'on peut, du meilleur qu'on puisse partager. C'est tirer vers le haut, en fait. C'est toujours ou pousser, enfin. C'est et aussi cette sagesse d'accepter ce qui est Oui. et de pouvoir, tu vois, quand j'ai envie de dire le négatif, en fait, c'est comme si c'était voilà, un gros pétrin de boue et de cailloux. Et en fait, lui, c'est comme s'il arrivait dans cette boue à tirer des brins d'herbe qui arrivent à pousser, quoi. Ok. Si je peux imaginer. Alors maintenant, tu vas me dire que perçois-tu en rapport à sa structure énergétique?
J'ai l'impression que c'est... En fait, tu vois, nous, on a un cerveau et tout part de là. Mhm. Les ordres qu'on donne à notre corps, à nos décisions. Et en fait, lui, c'est comme si chaque partie de lui savait ce qu'elle a à faire. En fait, c'est comme si chaque partie était autonome Mhm. et qu'elles aillent dans un même sens. Enfin, qu'elles soient en permanence en train de s'accorder D'accord. pour aller dans le même sens. Le meilleur. Très bien. Alors, dans l'ici et maintenant, Katia, tu vas me dire où est-il et que fait-il? Ici et maintenant, tu m'as demandé Oui, en de... 2019. Donc, Parce que tu m'as demandé de l'appeler, donc oui, oui, oui. je le ressens là, assis à côté de moi, un peu recroquevillé, ce qui est D'accord. Et, fatigué. et dans... Est-ce qu'on peut savoir s'il est incarné? Non. S'il est... Non, il n'est pas incarné. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, sinon, dans cet espace Il qui est le continue, sien? Il continue. il continue à voyager sur les chemins dont il parle. Ok. Et j'aimerais savoir aussi qu'est-ce qui l'a amené à cet endroit ou à cette situation, Quel endroit? l'endroit où il se trouve actuellement. D'accord. C'est l'endroit qu'il a estimé le plus judicieux pour continuer à semer, D'accord. pour qu'il y ait des répercussions les plus favorables Alors favorable pour qui? Pour lui ou pour l'humanité. pour l'humanité? D'accord. Ouais. Alors, l'auteur dont nous parlons depuis tout à l'heure, je vais te dire son nom, s'appelle Carlos César Salvador Areña Castaneda. Donc demandons-lui s'il accepte d'être canalisé ou pas. S'il n'accepte pas, nous lui demanderons la permission de pouvoir l'interviewer par ton biais. Donc c'est ce que l'on va faire. Oui, je préfère. Voilà. Je te cache pas. S'il accepte, bien sûr. Alors tu lui demandes si c'est possible. Bien sûr, Oui, on qui a nous déjà donne commencé. ouais, toutes les informations. Alors, tu vas lui demander, Katia, pourquoi n'as-tu jamais aimé te montrer en public pour parler de ta vision des choses? C'était pas... Le but recherché n'était pas de se faire connaître personnellement, Mhm. mais de laisser une empreinte qui fera son chemin. D'accord. Donc maintenant, tu vas lui demander s'il voudrait maintenant nous faire part des événements les plus importants de sa vie. En fait, ils le sont tous parce que tous lui ont permis
tous lui ont permis d'être qui il est, d'accéder à cette sensibilité en fait. Mhm. Alors, que s'est-il passé au moment de ta mort? On va lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort? Qu'il t'explique. En fait, tu veux savoir pourquoi il est parti ou Bah, ce qui s'est passé physiquement? Savoir ce qui s'est passé, où il est allé, par exemple. Oui. En fait, il a fait ce qui était, comment dire, j'ai envie de dire recevable par nos consciences pour les décennies à venir. On ne pouvait pas déposer plus parce qu'on n'aurait pas, enfin, on n'est pas capable encore maintenant de capter ces graines, de les ressentir ou voilà. Donc, si tu veux, il a déposé le maximum qu'il pouvait dans la mesure de ce qu'on était capable de repêcher ensuite jusqu'à maintenant. Donc, ce que Et puis tu me encore, dis. et Ouais. encore un peu plus, hein, bien sûr. C'est pas fini. Mais voilà, il est Ouais. arrivé là. Ouais, donc Pour lui, ça là, suffisait. ouais. Pardon. Excuse-moi, non, c'est. Non, c'est moi. Oui, donc là, ce que tu me dis, en fait, c'est qu'il est arrivé, pour lui en tout cas, au bout de ce qu'il voulait faire sur, Il aurait sur pu cette faire plus. incarnation. Il aurait pu faire plus, Il mais aurait pu faire plus. ouais. En gros, il a jugé que l'humanité n'était pas apte à recevoir. C'est pas lui qui a jugé. C'est pas lui qui a jugé. C'est comment dire, c'est juste un ressenti Mhm. que en fait on n'aurait pas saisi la suite. Ça, on est en mesure de le saisir encore pendant un bout de temps, mais après, voilà, c'est pas la peine de faire sur plusieurs centaines d'années, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler de quoi? De son sang, que lui te dise, de nous parler de son champ énergétique. Son champ énergétique. Mm. Qu'il m'en parle. Pour lui, c'est un moyen supplémentaire, en fait, de semer. Et là, d'être avec lui, qu'on fasse cette session d'investigation, c'est comme s'il était là et que ça rediffusait encore une fois à travers la vidéo, quoi. Même, Mhm. c'était encore un moyen de... C'est comme s'il se met. Ok. Alors, dans tes livres, tu vas lui poser la question. Dans tes livres, tu parles de l'importance de la dureté, étant comprise comme une capacité à se regarder soi-même et à regarder le monde avec une extrême objectivité.
À la lumière de cette conception, comment définirais-tu ta partie psychologique et émotionnelle? En fait, le fait d'être dur, entre guillemets, c'est d'être factuel. On est face à des faits qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas contrôler. Et que si on veut pouvoir faire, comment dire, pouvoir retirer de cette dureté des faits, si on veut en retirer, comme je disais tout à l'heure, des brins d'herbe, il faut avoir cette capacité aussi à voir les choses réellement telles qu'elles sont. Et c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Et lui, il a cette capacité-là. Et il l'avait, il l'a encore. Voilà. Parce qu'en fait, nous, on est toujours dans le... Comment dire? Dans ce côté, c'est trop horrible, on n'a pas envie de regarder en face. Ou alors, on se raconte quelque chose, voilà, une belle illusion pour recouvrir le truc et on retourne vaquer à ses occupations et c'est, comment dire, cette capacité qu'il a, c'est constructif en fait, parce qu'il détourne pas les yeux. Ok. Alors, maintenant, je vais te poser quelques questions sur ta pensée. Donc, on va lui poser des questions sur sa pensée. Les histoires racontées dans tes livres se sont-elles réellement produites? Elles ont en tout cas été inspirées, pas toutes produites, mais il y a des événements qui ont inspiré un enseignement. Ok. Quels sont les enseignements, d'ailleurs on en parlait, en renfermés dans tes livres? Le plus important, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce côté regarder les choses en face et ne pas se voiler la face. Soit on s'effondre face à cette réalité, soit on décide d'en tirer quelque chose pour soi, tout du moins au début pour soi, pour continuer à avancer dans le monde tel qu'il est. Et dans un deuxième temps, éventuellement, le partager avec ses proches ou d'autres qui en sont là, quoi. Alors, d'après ce qui ressort de tes propres mots, ta pensée pourrait être définie comme étant le voyage du cœur. Comment s'articule ce chemin? Les grandes étapes.
Le voyage du cœur, ouais. C'est d'abord, encore une fois, accepter la vie qu'on a et qu'on a eue, malgré tout ce qu'on a pu traverser, que ce soit beau ou moins beau. Et ce chemin-là, en fait, c'est cette acceptation, en fait, nous mène toujours à notre propre cœur. Parce qu'on n'est pas... Je veux dire, tout ce qu'on a vécu a construit, a participé à nous construire. Alors maintenant, on va lui poser la question, pour toi, qu'est-ce que l'intention? L'intention, c'est justement ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça. Et quelquefois, on se ment, mais on finit par apprendre. Ouais, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ok. À travers l'existence, quel but devrait être poursuivi? Ce chemin-là. D'accord. Alors, quelle qualité un être humain doit-il développer pour évoluer? La franchise. Mhm. La franchise qui va de pair avec l'honnêteté. Le respect. Qui va de pair avec l'amour. Et la volonté. La volonté d'avancer, quoi qu'il arrive, et de faire au mieux malgré tout. Alors, comment pouvons-nous accéder aux caractéristiques les plus ésotériques de nous-mêmes et développer la seconde vue, c'est-à-dire la capacité de voir l'invisible? Alors ça a bugué au tout début de ta Pardon. question, je suis désolée. Comment pouvons-nous accéder aux caractéristiques les plus ésotériques de nous-mêmes et développer la seconde vue, c'est-à-dire la capacité de voir invisible? De voir l'invisible. Oui. J'ai envie de dire, il y a
il y a un temps. Il y a un temps pour ça. Ou alors il n'y en a pas. Après, ça, tout dépend aussi de l'intérêt et de la volonté de chacun. Donc ça, c'est cet auteur qui te dit qu'il y a un temps pour ça. Ok. Donc, est-ce qu'il y aurait des moyens pour le faire, pour accéder à cette seconde vue, à cette capacité de voir l'invisible? Est-ce qu'il y a des moyens qui existent? Ça fait partie des graines. Ça fait partie des graines qu'il a semées. Ça fait partie des graines qu'il a semées et à chacun de la trouver et de l'entretenir. Après, est-ce qu'il y a des pratiques qui pourraient aider à développer cette capacité? Il y a bien sûr la grande classique méditation. Le retour à soi, le calme mental. Et puis, très certainement, la volonté aussi de le pressentir et de travailler en ce sens-là, en fait. Dans le sens se débarrasser de ces... Enfin, se débarrasser. Je m'entends, hein, de prendre conscience de ces blessures, de ces croyances qui nous font agir sans cette capacité à voir la réalité telle qu'elle est, puisqu'elle est justement... comment est-ce qu'on dit ? Toutes ces douleurs nous empêchent de... Ce sont des filtres, Voilà. c'est ça que tu voulais dire? Oui, quelque chose comme ça, oui. Ok. Donc, travailler en ce sens-là pour prendre conscience et aller au-delà. Alors, maintenant, tu vas lui demander, Katia, comment il voit ce qu'on appelle les interférences extraterrestres. Je suis désolée, il y a de nouveau le deuxième mot qui a bugué. Donc, tu vas lui demander comment voit-il... Là, il y a toute la phrase. Je t'ai pas entendu du tout. Alors, comment voit-il? Oui, là, j'ai entendu. Ce qu'on appelle des interférences extraterrestres. D'accord. Est-ce que déjà, il voit de quoi on parle? Ok. Oui. Donc après, comment il les voit? En fait, pour lui, ça fait partie du... J'ai envie de dire du magma terrestre, en fait, quoi. Hein. Comme je te parlais de boue et de caillasse, enfin de... Oui. de choses lourdes et
Quand tu marches dedans, ben, t'as du mal à avancer en fait. Donc ça, c'est un ensemble en fait. C'est cette lourdeur en fait, elle est voilà dans cette gadoue et dans les terres. Et c'est pour ça qu'il continue à se déplacer pour semer partout en fait, dans la matière et dans la non-matière. C'est l'équivalent en fait de cette terre lourde mélangée à des cailloux. Ok. Alors, comment voit-il aussi les êtres qui les mettent en œuvre, ces interférences? Les êtres qui mettent en œuvre les interférences. Oui. Comment les voit-il? En fait, c'est un niveau hiérarchique au même titre que lui, il est, mais dans le côté lumière. Il y a l'autre côté, il y a l'obscurité. Ok. Donc, s'il pouvait nous dire comment ces êtres s'accrochent-ils physiquement à l'être humain? Donc là, c'est d'un point de vue physique. Ben, c'est à travers nos failles. Nos failles qui leur permettent, enfin, qui laissent une ouverture. D'où l'importance d'en prendre connaissance et de colmater ces failles. D'accord. Donc les failles, c'est de quel type? On pourrait dire que c'est plus Les blessures. les blessures Les physiques, blessures, émotionnelles. c'est les blessures de ce qu'on a vécu, les souffrances, les croyances Ok, qui continuent de génération en génération. ok. Comment s'accroche-t-il d'un point de vue ésotérique maintenant? Comment s'accroche-t-il d'un point de vue ésotérique? Oui. Ben, il me renvoie aux sessions en fait. Ok. Bah oui, parce que c'est nos mal-être qui leur permettent de s'infiltrer dans notre sphère énergétique, en fait. Puisqu'on est tellement à la recherche de réconfort et de soutien, d'aide, que on est prêt à ouvrir la porte à des inconnus. Alors, créent-ils une interférence? Pourquoi le font-ils? Pourquoi font-ils quoi? Bah, c'est cette interférence. Pourquoi y a-t-il cette interférence? Pourquoi le font-ils, ces êtres, s'accrocher à, à- à l'être humain? Ben, il me renvoie aux sessions Ok. pour se...
En fait, ces souffrances, en fait, euh, ces souffrances, pour eux, c'est des graines. Comme lui sème ses graines pour le mieux, ben, eux, en se nourrissant de ça, ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que quand cette nourriture, après, quand ils s'en délestent, ça fait des amas, en fait. Et ils s'en servent pour... je sais pas comment dire. Ouais, pour les disséminer un peu partout. C'est comme s'ils faisaient leur... C'est un terreau, quelque chose dans ce sens. Un quoi, oui, un Un terreau terreau. et ouais, enfin, je vais pas dire qu'ils construisent leur vaisseau avec ça, mais c'est comme s'ils faisaient un château fort. Enfin, tu vois, le truc Mhm. D'accord. un peu enfantin, mais ils habitent en fait, c'est leur truc, quoi. Alors tu vas demander à cet auteur, donc qui est Carlos Castaneda, s'il a déjà lui été interféré. Oui. D'accord. Et savoir si il s'en est libéré. Et si oui, de quelle façon? Bah, en fait, c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Ok. C'est comme ça que tout a commencé parce qu'il s'est libéré ou il s'est Bah, libéré parce que tout... Parce qu'il a il été a pris, interféré et ça a commencé suite à ça, c'est... il a pris conscience, en fait. D'accord. Il a pris conscience et il a été regardé. Il a été regardé, ouais. Il a été regardé... Ben, en fait, la réalité en face. Ok. Ouais. Alors, tu vas lui poser une question encore. Considères-tu que l'hypnose est un outil viable de recherche intérieure? Un outil viable Recherche intérieure. de recherche intérieure. Oui. Excuse-moi, il y a des mots Oui, qui oui, bug. on a une mauvaise connexion. Mais il y a une bonne connexion pour le moment entre nous. Bah, c'est une forme d'introspection et c'est aussi un outil qui nous permet justement de nous entraider et euh, Et est-ce que c'est viable d'après lui, cet outil? bah, il y aura mieux. Oui, pour l'instant, mais il y aura mieux. En fait, ça sera plus, ça va, ça, c'est en train de se propager et
grâce à cette connaissance qu'auront de plus en plus de personnes, elles chercheront à se libérer de façon plus autonome, plus personnelle. Ok. Oui, bien sûr, c'est viable, oui. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il pense de la méthode calogérographasie. En fait, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, une des fleurs qui éclot d'une de ses graines, même s'il s'y attendait pas forcément de cette façon. Mais après, peu importe la façon, ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, il est que l'entraide naît de tout ça. On se serre les coudes et le plus important, c'est ça, c'est prendre conscience de ça, en fait. Qu'on n'est pas tout seul. Ok. Donc maintenant, tu vas lui demander s'il veut laisser un message pour l'humanité, à l'humanité, car il a travaillé, c'est ce qu'il nous disait au départ, pour l'humanité. De toujours garder confiance et d'avoir foi en soi et en ses capacités, de tout, de compréhension, d'action, en tout. Et qu'il est là et qu'il continue à œuvrer là où il est, pour nous tous. Très bien. Donc maintenant, Katia, tu vas pouvoir le remercier et le saluer. Il va pouvoir repartir, vaquer à ses occupations. Et nous, on va rentrer. Ouais. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement dans le présent où je te parle. Donc 1, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu sens ton corps récupérer sa force. Tu te sens bien, tranquille, détendu. Et ton corps devient léger. Très léger. 2, tu ressens une sensation de bien-être dans tout ton corps. Tu vas choisir la fréquence que tu préfères. Et elle va envahir ton corps de bas en haut. Et chaque cellule de ton corps va récupérer son plein potentiel. Tu es pleine d'énergie. Tu commences à bouger tes mains, tes pieds. Et à 3, tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu? Coucou Valérie. Coucou. Tu te sens bien? Oui, très bien, merci. Bon, parfait. Ton Oui. corps, tu le sens bien aussi? Ouais, ça va. Bon.
Mhm. Très bien. Bon, ben voilà, cette session d'investigation est terminée. Je te remercie et je remercie également tous ceux qui auront regardé cette vidéo. Et je Moi vous aussi, dis, je te remercie. donc on se dit à bientôt. Et à bientôt à tous. Bye Au bye. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto.
Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città,
dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi
analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.